Bonjour à tous les fidèles de Plus belle la vie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous pensiez que la série avait déjà atteint des sommets en termes de tension, d'émotion et de rebondissement, attendez de voir ce que nous réserve l'épisode 388, diffusé ce jeudi 31 juillet 2025 sur TF1. Un épisode intense, poignant et profondément humain, qui risque de laisser bien des cœurs serrés. Dans cet épisode bouleversant, le passé rattrape violemment le présent. Après des jours de silence et de détresse, Florence Liotta, brisée mais digne, est arrêtée sous les yeux de son fils Vadim pour tentative d'homicide. Mais cette arrestation spectaculaire n'est que la surface d'une douleur bien plus ancienne. Car quelques heures plus tard, elle prend une décision courageuse, déchirante, presque irréelle, elle porte plainte pour VL contre Patrick Nebout, un homme qu'elle a trop longtemps laissé hanter ses cauchemars. Cette révélation déclenche un véritable séisme au Mistral. Boé, abasourdi, vacille entre loyauté envers son ami et devoir moral. Et pendant que Patrick, rongé par la honte et le doute, confesse son trou de mémoire, Babette encaisse la pire trahison de toute une vie de couple. Leurs regards, leur silence, leurs blessures éclatent à l'écran avec une force rare. Mais ce n'est pas tout, l'épisode bascule aussi vers une autre intrigue plus mystérieuse et tout aussi chargée en tension. Jawad reçoit un colis énigmatique venu de la prison des Baumettes, envoyé par un détenu mort récemment, Christian Santoni. À l'intérieur, des objets banals mais lourdement symboliques. Aucun aveu, aucun mot mais une question obsédante, les morts emportent-ils tous leurs secrets avec eux? Et pendant que la guerre psychologique fait rage au centre nautique, une autre héroïne s'impose, Morgane. Malgré son vertige et les coups bas de Laura, elle sauve la vie de Melvin avec un courage exemplaire, prouvant qu'on peut être forte même quand on est à bout. Une montée en puissance qui pourrait bien tout changer dans la compétition et dans son propre regard sur elle-même. Vous l'aurez compris, cet épisode est un véritable tournant narratif, à la fois dramatique, humain et implacable, où chaque mot, chaque geste, chaque silence pèse lourd de sens. Si vous voulez tout savoir sur les dessous de cette journée charnière pour Florence, Patrick, Boé, Vadim, Morgane, Jawad et tous les autres, vous êtes au bon endroit. Restez bien jusqu'au bout car la suite s'annonce encore plus vertigineuse. Florence est prostrée dans le canapé, les traits tirés, le regard vide. Elle n'a pas touché à son assiette, comme la veille. Vadim, assis en face d'elle, l'observe avec inquiétude. Il tente de croiser son regard, mais elle l'évite, fixant un point invisible devant elle. Il finit par briser le silence. « Maman, tu n'as encore rien mangé. Tu vas finir par tomber malade. » Florence esquisse un sourire triste, sans joie, presque absente. Sa voix est à peine audible lorsqu'elle murmure. « J'ai pas faim. » Vadim se rapproche, adoucit sa voix, essaie de la faire parler. « Il faut qu'on fasse quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu as le droit de te défendre. » Mais Florence secoue la tête, lentement. Puis elle prend une inspiration tremblante, et murmure. Il y a prescription, ça ne servira à rien d'aller porter plainte aujourd'hui. Vadim serre la mâchoire, les poings crispés. Il sent la colère monter, mais il se contient. Florence continue, les yeux toujours fuyants. Et même si ce n'était pas prescrit, je n'ai pas la force, Vadim. Ses larmes ne coulent pas, mais on sent qu'elle lutte pour ne pas flancher. Chaque mot est un poids qu'elle traîne depuis 20 ans. Elle baisse enfin les yeux vers son fils, et conclut d'une voix brisée. J'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, c'est à toi de décider ce que tu veux faire. Mais moi je n'y arrive plus. Vadim, bouleversé, reste silencieux. Pour la première fois, il voit sa mère non pas comme une figure forte et inébranlable, mais comme une femme détruite, fatiguée de se battre seule contre les fantômes du passé. Alors que le silence pesant continue de hanter le salon, un coup sec résonne contre la porte. Florence sursaute violemment. Vadim se lève d'un bond, jetant un regard inquiet vers l'entrée. Avant même qu'il n'ait le temps d'ouvrir, la porte s'ouvre brusquement. Jean-Paul Boé fait irruption dans l'appartement, suivi de 2 policiers en uniforme. Son visage est grave, fermé, sans l'ombre d'une hésitation. « Florence Liotta ?» lance-t-il, la voix ferme. Florence, déjà pâle, devient livide. Elle comprend tout de suite. « Oui.
Boé avance lentement, presque à contre-cœur, mais il n'a pas le choix. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide volontaire sur la personne de Pascal Delmas. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz. Non mais attendez. S'écrie Vadim, s'interposant entre sa mère et les policiers. Il tremble, la voix haletante. Vous vous trompez. Ma mère n'est pas une criminelle, c'est elle la victime dans cette histoire. Vadim, murmure Florence, la gorge serrée. Elle le supplie du regard de ne pas résister. Boé soupire, presque désolé, mais il poursuit son devoir. Il sort les menottes avec une lenteur calculée. On a retrouvé des images de vidéosurveillance. Elle s'est introduite au centre nautique sans autorisation. Les soupçons sont sérieux. On doit l'emmener. Florence, dans un mélange de dignité et de résignation, tend les poignets. Les cliquetis métalliques des menottes résonnent comme une gifle dans la pièce. Tu dois laisser faire, mon cœur, souffle-t-elle à Vadim, la voix à peine audible. Vadim recule, les larmes aux yeux, incapable de bouger, tétanisé par l'impuissance. Il regarde sa mère s'éloigner, entourée par les agents. Elle ne se retourne pas. La porte se referme lentement derrière eux. Et Vadim, seul au milieu du silence revenu, sent toute la douleur d'un monde injuste lui exploser au visage. Alors que la tension est à son comble depuis l'arrestation de Florence, une toute autre intrigue se tisse de l'autre côté du Mistral, plus discrète mais tout aussi troublante. Jawad reçoit un colis inattendu, dont l'expéditeur fait immédiatement frissonner, il vient directement des Baumettes, la célèbre prison marseillaise. Le nom inscrit sur l'étiquette provoque un choc silencieux, Christian Santoni, un ancien détenu notoire, mort récemment en détention. Ce nom ne laisse personne indifférent, surtout Louis, qui, à la vue de l'expéditeur, se fige aussitôt. Louis se souvient parfaitement de Santoni. À l'époque, il avait défrayé la chronique lors d'un spectaculaire cambriolage, mais le butin n'a jamais été retrouvé. Depuis, des rumeurs folles circulaient sur un magot caché quelque part dans Marseille. Et si ce colis contenait la clé du mystère? Fébrile, Jawad ouvre le paquet sous les yeux attentifs de Robbie. Mais la déception est immédiate. Pas d'or, pas d'indices flamboyants. Juste quelques objets usés par le temps et chargés de mémoire, une vieille Bible cornée, un briquet gravé, quelques montres anciennes, soigneusement emballées dans un tissu usé. C'est tout? Murmure Jawad, presque à lui-même, en reposant la Bible comme s'il venait d'effacer une dernière lueur d'espoir. Robbie, lui, observe en silence, les bras croisés. Puis, dans un souffle, il émet une hypothèse. T'attendais un aveu, pas vrai? Un mot. Une lettre. Une vérité qu'il aurait gardée jusqu'au bout. Jawad ne répond pas. Mais son regard, lourd de frustration et de regret, confirme tout. Ce colis n'était pas qu'un paquet venu du passé. Il incarnait une ultime chance de comprendre, de lever le voile sur un mystère qui le hante peut-être plus qu'il ne veut l'admettre. Mais à l'ouverture, c'est une autre vérité qui s'impose, parfois, les morts ne parlent pas. Et les secrets s'éteignent avec eux. Au Mistral, l'ambiance dérape soudainement en pleine heure de service. Un client se met à tousser violemment, le visage rouge, une main crispée sur sa gorge. La salle se fige. Thomas accourt, paniqué, alors que le client recrache finalement un bouton métallique trouvé dans son assiette. Sous les regards médusés des clients, Thomas tente de garder son calme malgré la honte. Vraiment désolé, je vous offre le dessert, bien sûr. Mais l'homme ne se contente pas de cette proposition. Il redresse ses lunettes avec raideur, le regard hautain, et déclare d'un ton sec. Je suis maître Attara. Avocat. Et ce genre d'incident mérite des suites. Le ton est donné, ce n'est pas le genre à laisser passer quoi que ce soit. Thomas reste bouche bée. Un peu plus tard dans la journée, l'ambiance change de registre. Maître Attara, toujours tiré à 4 épingles, repère Aya qui termine son service en terrasse. Il engage la conversation avec une aisance troublante, et glisse avec un sourire charmeur. Si un jour vous voulez découvrir les vrais cocktails de Marseille, voici une petite sélection personnelle. Il lui tend une carte manuscrite avec les noms de plusieurs bars haut de gamme. Aya,
un brin surprise mais amusée, la prend en le remerciant. Son regard se pose un peu plus longtemps que prévu sur lui. Et Jawad, qui observe la scène à distance, n'apprécie pas du tout. Non mais t'as vu ce type? Il a failli porter plainte, et maintenant il drague comme si de rien n'était? Lance-t-il, agacé. Mais Aya, visiblement intriguée, ne se laisse pas influencer. Une fois chez elle, elle fait quelques recherches sur Maître Atara. Elle découvre un profil prestigieux, des affaires médiatisées, un avocat au style aussi audacieux que redoutable. Et, bien sûr, très sollicité. Jawad, de son côté, comprend rapidement, Aya n'est pas insensible au charme du maître du barreau. Et c'est bien ça qui le dérange le plus. Derrière son ton désinvolte, un brin de jalousie commence à poindre. Finalement, Florence Lyotta trouve en elle la force qu'elle croyait avoir perdue depuis des années. Après des jours d'hésitation, de tourments et de silences écrasantes, elle suit le conseil que Vadim lui avait murmuré, presque comme un espoir, porter plainte. Elle franchit les portes du commissariat, la gorge serrée mais la tête droite. Son regard croise celui de Jean-Paul Boé, qui ne cache pas sa surprise en découvrant l'objet de sa venue. D'une voix posée mais ferme, Florence prononce les mots qu'elle redoutait depuis 2 décennies. « Je viens porter plainte pour VL. Contre Patrick Nebou. » Un silence de plomb tombe dans le bureau. Boé accuse le coup. Il recule d'un pas, choqué. Il connaît Patrick depuis longtemps, l'a vu en tant que collègue, ami, père, mari. Cette accusation est un séisme. Il tente de garder contenance, mais ses yeux trahissent le bouleversement. Florence, elle, reste droite. Elle sait qu'elle affronte un homme puissant, respecté. Mais pour la première fois depuis très longtemps, elle reprend le contrôle de son histoire. Et pendant que Boé digère cette déclaration, un frisson glacé traverse le commissariat, une affaire explosive vient de commencer. Patrick Nebou, encore sous le choc de l'accusation qui pèse sur lui, tente de reconstituer le fil d'une nuit perdue dans les brumes du passé. Face à Boé, il livre enfin sa version des faits, avec une voix basse, tendue par la confusion et la culpabilité. Il explique qu'il ne garde aucun souvenir clair de cette fameuse soirée d'il y a 20 ans. Il se souvient d'une fête entre collègues, de quelques verres partagés puis plus rien. Un trou noir. Rien, si ce n'est un mal de crâne lancinant au petit matin. Et cette image qui le hante encore aujourd'hui, Florence et lui, nus sous les draps, dans une chambre inconnue. Il raconte qu'il s'est levé sans faire de bruit, incapable d'assumer, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Il avait une épreuve importante quelques heures plus tard qu'il a lamentablement ratée. Florence, quant à elle, ne s'est même pas présentée à l'examen. Patrick insiste, il ne se rappelle pas avoir voulu ça, ni l'avoir désiré. Il ne comprend pas comment ils ont pu en arriver là. Et pourtant, il n'a jamais cherché à obtenir des réponses. Il a préféré enfouir cette nuit dans sa mémoire, persuadé qu'il valait mieux oublier. Mais aujourd'hui, avec la plainte déposée par Florence, tout remonte à la surface, brutalement. Patrick vacille. Il dit à Boé qu'il a peur d'avoir fait quelque chose d'impardonnable sans le savoir. Peur aussi que tout ce qu'il a construit, sa famille, sa carrière, son honneur s'effondre sur cette seule nuit d'oubli. Alors que la tension monte à la veille de l'épreuve décisive, Laura choisit un moment parfaitement calculé pour frapper fort. Dans un couloir du centre nautique, elle intercepte Morgane, l'air faussement compatissant. Mais ses mots sont tranchants comme une lame. « Tu savais que Patrick Nebou est accusé de VL ?» Morgane s'arrête net, figée. Elle n'était pas préparée à une telle annonce. Laura, elle, poursuit, avec ce ton froid et détaché qui cache à peine sa satisfaction. « C'est ta sœur qui a porté plainte, non ?» Le visage de Morgane se décompose. Elle comprend que ce n'est pas une simple confidence, mais une manœuvre calculée pour l'atteindre en plein cœur, la fragiliser juste avant le saut en rappel. La stratégie est claire, profiter de la vulnérabilité émotionnelle de Morgane pour la faire échouer. Morgane tente de rester digne, de ne pas répondre, mais le doute et l'angoisse s'insinuent déjà. Laura l'a touchée là où ça fait mal. Elle ne concourt plus seulement contre une adversaire sportive mais contre une manipulatrice prête à tout pour gagner.
Alors que Morgane est encore sous le choc de la révélation perfide de Laura, Delma l'interpelle d'une voix urgente. Morgane. Melvin est en difficulté sur la paroi, il a besoin d'aide tout de suite. Pas le temps de réfléchir. Malgré son vertige persistant, son cœur qui bat la chamade, et le poids émotionnel de ce qu'elle vient d'apprendre, Morgane fonce. Instinctivement, elle enfile son harnais, attrape les mousquetons, et commence à grimper. Chaque prise est un combat contre sa peur. En bas, tout le monde retient son souffle. Et là-haut, Melvin est figé, crispé, incapable d'avancer ni de redescendre. Morgane s'approche lentement, avec calme et autorité. Elle tend la main. Regarde-moi. Respire. Je suis là. Grâce à son sang-froid et son courage, elle parvient à sécuriser Melvin, à le rassurer et à le faire redescendre en toute sécurité. Un sauvetage impressionnant, réalisé sous pression, avec une maîtrise remarquable malgré sa propre fragilité. Une fois au sol, Melvin est éliminé pour dépassement de temps. Mais Delma, rarement aussi élogieux, prend la parole devant tout le groupe. Melvin est disqualifié, c'est le règlement. Mais je tiens à saluer le courage exceptionnel de Morgane. Peu aurait fait ce qu'elle a accompli aujourd'hui. Le verdict est posé, la grande finale opposera Laura à Morgane. Mais à cet instant précis, Morgane ne pense plus à la compétition. Elle a vaincu son vertige, sa peur, et même l'intimidation. Elle a prouvé qu'elle avait sa place, non pas par stratégie mais par héroïsme. Au commissariat, le silence est lourd, presque irréel. Babette avance lentement dans le couloir, le visage figé, le regard chargé d'une colère froide mêlée à une peine immense. Elle entre dans le bureau où Patrick l'attend. Dès qu'elle le voit, elle lâche sèchement, sans même hausser la voix. Ne m'approche pas. Vadim vient de tout me dire. Patrick, figé, baisse les yeux. Il ne tente même pas de se défendre. D'une voix rauque, il confirme. Oui, Vadim est mon fils. Un frisson glacé traverse Babette. Mais elle n'en a pas fini. Elle le fixe droit dans les yeux, d'un ton tranchant. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu avais Florence ? Patrick reste sans voix un instant. Puis il souffle, brisé. Je ne sais pas. Je n'ai aucun souvenir de cette nuit-là. Je me suis réveillée à moitié nue, à côté d'elle. Il y avait une épreuve le lendemain, j'ai eu un trou noir complet. Le choc est total. Babette ne bouge pas, mais son regard dit tout, la trahison, l'écœurement, la désillusion. Patrick, au bord des larmes, tente une dernière chose, d'une voix presque étouffée. Je ne t'en ai jamais parlé parce que j'avais honte. Tellement honte. Je ne savais pas comment affronter ça. Je te demande pardon, Babette. Mais face à lui, Babette reste de marbre, bouleversée, incapable d'entendre cette supplique. À cet instant, plus rien n'est sûr, ni leur couple, ni la vérité. Il ne reste que le doute, la douleur et cette fracture irréversible. Et voilà, vous venez de plonger avec nous dans les abysses émotionnels de cet épisode 388, et quel épisode ? Une véritable déflagration narrative qui bouleverse autant les personnages que les spectateurs. D'un côté, Florence, longtemps murée dans le silence, trouve enfin la force de reprendre le pouvoir sur son histoire. Ce n'est plus une victime figée, c'est une femme debout, prête à affronter la justice, l'opinion, les regards, et surtout son propre passé. Un acte de bravoure absolue, que peu oserait accomplir après tant d'années de douleur. De l'autre, Patrick, effondré, confronté à une vérité qu'il n'a jamais voulu affronter, commence à perdre pied. Incapable de se rappeler cette nuit, incapable de s'innocenter, mais incapable aussi d'ignorer la possibilité qu'il ait détruit une vie sans le savoir. Il ne se défend pas. Il doute. Et dans ce doute, tout son monde s'écroule. Entre eux, Vadim, pris en étau entre amour filial et choc psychologique, tente de protéger sa mère, tout en découvrant un père dont il ne voulait pas. Et Babette, elle, fait face à l'inacceptable. Sa colère froide, son regard figé, symbolisent à eux seuls l'immense fracture qui s'installe désormais au sein du clan Nebou. Mais l'épisode ne s'arrête pas là. Une atmosphère lourde, quasi crépusculaire,
plane sur l'ensemble du Mistral, entre la jalousie de Jawad face à Maître Atara, la fragilité de Morgane face à la cruauté calculée de Laura, ou encore le mystère du colis de Santoni qui ouvre peut-être une piste vers un trésor oublié. Chaque intrigue tisse sa propre toile d'angoisse et de tension. Ce 388e épisode n'est pas seulement marquant par ses révélations. Il l'est parce qu'il nous interroge. Sur la mémoire. Sur la vérité. Sur le pardon. Sur ce que chacun est capable d'affronter ou de fuir. Alors dites-nous en commentaire. Croyez-vous que Patrick est coupable ou prisonnier d'un souvenir effacé? Florence va-t-elle obtenir justice ou être broyée par le système? Et Morgane parviendra-t-elle à s'imposer face à Laura lors de la grande finale? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a touché, choqué, interpellé, n'hésitez pas à liker, partager, et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains rebondissements de Plus belle la vie. Prenez soin de vous, et à très vite pour la suite car au Mistral, la tempête ne fait que commencer.